Ces excuses semblaient n'être que des excuses le week-end dernier, lorsque Sophia a été transportée d'urgence à l'hôpital inconsciente. On me disait qu'elle s'étouffait avec de la nourriture, du beurre de cacahuète et de la confiture en dormant. Mais les médecins ont dit que Sophia avait des saignements au cerveau et d'autres blessures, et la police d'Exeter considère maintenant sa mort comme un meurtre. Sophia Acosta était née le 5 février 2008 de Erika Smith et Obadiah Acosta. Elle avait aussi une petite sœur nommée Alexa. Sophia montrait de l'amour à toutes les personnes qu'elle rencontrait. Elle était connue pour être joyeuse, adorable et espiègle. Parmi les choses préférées de Sophia, il y avait les princesses, le coloriage et se déguiser. À un moment donné, les parents de Sophia se sont séparés. Cependant, la mère de Sophia, Erika, a obtenu sa garde exclusive et de sa petite sœur en septembre 2010. Erika a laissé un homme du nom de Christophe Chiri emménager avec elle trois dans leur appartement situé à Exeter, en Californie. Erika dirait que la raison pour laquelle elle avait laissé Christophe emménager avec elle au départ était parce qu'elle essayait de l'aider à se débarrasser de son addiction à l'héroïne. Les deux ont commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard. Et quelle que soit la raison pour laquelle Erika disait avoir laissé Christophe rester au départ, ils ont rapidement commencé à consommer de l'héroïne ensemble. Et c'est à peu près à ce moment-là que les mauvais traitements envers Sophia ont commencé. Erika affirmera également plus tard que Christophe l'avait forcée à consommer de l'héroïne. Je n'en doute pas. Le 7 mai 2011, Christophe avait donné à Sophia un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Lorsqu'elle eut terminé, il a emmené Sophia et sa petite sœur Alexa à l'étage pour faire une sieste. Après avoir couché les filles, Christophe est ensuite redescendu. Mais moins de 2 heures plus tard, Christophe a découvert Sophia inconsciente dans sa chambre. Il a crié à Erika, qui est montée en courant. Les secours ont alors été appelés et Erika et Christophe ont commencé à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire sur Sophia. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés à l'appartement numéro 9 des appartements Exeter, Sophia était allongée nue, mouillée, au milieu du salon sur une serviette. Christophe se tenait à quelques mètres d'elle, tandis qu'Erika était juste à l'extérieur de l'appartement en train de pleurer. Ainsi, alors qu'Erika semblait visiblement bouleversée, Christophe paraissait plutôt nerveux et effrayé, selon la police. L'un des policiers, qui avait été le premier à intervenir sur les lieux, a constaté que Sophia avait encore un pouls à faible et elle a été immédiatement transportée à l'hôpital. Par la suite, elle a été héliportée au Children's Hospital, Central California, et sa sœur Alexa confiée au service de protection de l'enfance. À son arrivée à l'hôpital, la fillette était inconsciente et a dû être maintenue en vie par respirateur artificiel. Elle avait des ecchymoses sur les fesses et elle saignait de la bouche, ainsi que de ses parties intimes. Donc, en plus de la probable agression sexuelle, Sophia avait également subi des traumatismes crâniens. Son cerveau saignait et montrait un manque d'oxygène et de circulation sanguine. Cela correspondait à un secouement en plus d'un impact. La petite Sophia était en état de mort cérébrale le 11 mai après avoir passé 4 jours à l'hôpital. Alors que son père, Obi, était assis à ses côtés, El Attal a été débranché de l'assistance respiratoire puis déclaré décédé. Le père de Sophia, Obi, avait appris par Erika que Sophia s'était étouffée avec un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital, il n'a rien appris d'autre que plus tard. Les médecins du Children's Hospital ont informé la police d'Exeter de la gravité des blessures de Sophia, dont une hémorragie cérébrale interne. Et ils pensaient que sa mort n'était pas accidentelle. Le médecin qui a soigné Sophia a déclaré que c'était l'un des pires cas qu'il ait jamais vu dans sa carrière, et il estimait qu'elle semblait avoir été torturée. Ce médecin s'était également spécialisé dans la protection de l'enfance et la maltraitance des enfants pendant plus de 25 ans. Il pensait également que Sophia avait été agressée sexuellement et probablement frappée violemment à l'abdomen à 2 reprises. Elle a également subi un violent choc à la tête avec un objet quelconque. Une autopsie a révélé plus tard que Sophia était morte à la suite d'un traumatisme contondant et, comme les médecins le soupçonnaient, elle avait été agressée sexuellement. Sophia avait des ecchymoses sur le cuir chevelu, ainsi que sous le cuir chevelu et sur l'abdomen. Elle a également été testée positive au cannabis. Vers 21h, c'est s'étonna. La nuit où Sophia avait été transportée d'urgence à l'hôpital, la police a fouillé l'appartement où elle vivait. Ils ont déclaré que tout l'endroit était en désordre. Il y avait également des éclaboussures de sang dans la chambre des enfants et la couette de Sophia était couverte de vomi et de matière fécale.
En bas, les enquêteurs ont découvert un tas d'oreillers et de couvertures, et certains de ces objets semblaient avoir des taches de sang séchées. Erika a dit aux policiers qu'il était étrange que ces oreillers et couvertures aient été empilés, car Christophe ne rangeait normalement jamais rien. Elle a ajouté que certaines de ces couvertures et oreillers venaient de la chambre principale, sans savoir pourquoi ils étaient dans le salon. Au cours de leur fouille, la police a également trouvé du matériel lié à la drogue, ainsi que des résidus d'héroïne, mais pas en quantité suffisante pour inculper Christophe d'un crime lié à la drogue. Christophe et Erika avaient été amenés au poste de police et interrogés dans la nuit du 7 mai lorsque la police a parlé avec Erika. Elle a dit qu'après le déjeuner ce jour-là, Christophe avait emmené Sofia et sa sœur Alexa à l'étage pour faire une sieste. Christophe serait ensuite redescendu au rez-de-chaussée. Cependant, il est monté 2 autres fois à l'étage parce qu'il disait avoir entendu des bruits. La deuxième fois qu'il est monté, il a appelé Erika en disant qu'il y avait un problème avec Sofia. Elle a couru à l'étage et elle a vu Sofia allongée par terre avec un seul œil ouvert. Ils avaient mis Sofia dans la baignoire avec de l'eau froide pour essayer de la ranimer. À ce moment-là, Erika a également appelé le 911 et le couple a tenté de faire un massage cardiaque à Sofia. Quand un détective a interrogé Erika sur les ecchymoses près des fesses de Sofia, elle a expliqué que Sofia était tombée dans les escaliers sur des blocs de jeu plus tôt dans la journée. Erika n'était pas présente, Christophe la surveillait alors. Erika était en fait allée au Savmart vers 8h30 du matin pour chercher de la monnaie, a-t-elle dit à la police. Quand son tour est venu, Christophe a déclaré à la police qu'il était avec Erika dans le salon quand ils ont soudain entendu un bruit sourd à l'étage. Après qu'ils aient tous les deux couru jusqu'à la chambre de Sofia, Christophe a dit qu'il l'avait trouvée allongée par terre en culotte et t-shirt, enveloppée dans sa couverture, couverte de vomi. Il a dit qu'elle ne respirait pas et semblait également gonflée, alors il avait appuyé plusieurs fois sur son ventre et un peu de vomi était sorti. Christophe a dit aux policiers qu'il avait ensuite pris Sofia dans ses bras et l'avait mise dans une baignoire d'eau froide, essayant de la ranimer. Après cela, il lui a remis ses vêtements, l'a enveloppée dans une serviette et l'a descendue au salon, là où elle était allongée. Il n'a pas vraiment pu donner une bonne explication concernant les ecchymoses sur le corps de Sofia, à part peut-être qu'elle était tombée du lit et avait atterri sur certains des jouets qui traînaient. Eh bien, Ken, nous avons rencontré Chris Sherry dans un parc du comté de Tulare. Il craint pour sa sécurité et ne veut pas que quiconque sache où il séjourne. Il voulait raconter sa version de l'histoire. Ce qui s'est passé le jour où Sofia Acosta a été retrouvée grièvement blessée. Nous étions juste en bas à fumer des cigarettes et de la marijuana avec elle. C'est vraiment tout ce qu'on faisait et les filles étaient à l'étage, dans la chambre, en train de dormir. Je l'avais trouvée par terre à côté du lit et elle avait vomi. Elle était assommée comme si elle était inconsciente, mais avec les yeux ouverts. Chris affirme avoir lavé Sofia dans la baignoire pendant que la mère cherchait de l'aide. Il ajoute qu'un petit chariot de course en métal se trouvait près du lit de Sofia. Il pense que Sofia s'est cogné la tête au chariot. C'était exactement à la tête de son lit, par terre, là où sa tête était, et elle était encore enveloppée dans la couverture et tout. Donc, soit il semblait qu'elle était tombée du lit, soit, tu sais ce que je veux dire, elle est tombée d'une manière ou d'une autre. As-tu tué Sofia? Non. L'as-tu battue? Je n'ai jamais levé la main sur Sofia pour lui faire du mal. As-tu agressé Sofia sexuellement? Non, je n'aurais jamais touché Sofia. Je l'aimais plus que tout. Et à ceux qui pensent qu'il a tué Sofia? Honnêtement, je donnerais ma vie pour que cette petite fille soit en vie. Je serais prêt à échanger ma place avec Sofia sans hésiter, vraiment, en un clin d'œil. Un peu moins d'1 mois plus tard, le 2 juin, un mandat d'arrêt a été émis contre Christopher et le lendemain, il a été arrêté à Turlock. Christopher a été inculpé d'un chef de meurtre avec circonstances spéciales de torture, de sodomie et d'actes lubriques et lascifs. Il a également été inculpé d'agression sur un enfant ayant entraîné la mort, de sodomie et d'actes lubriques avec violence sur un enfant. L'accusation de meurtre le rendait passible de la peine de mort. La babysitter de la petite Sofia a déclaré qu'elle avait remarqué des signes de maltraitance sur Sofia plusieurs mois avant sa mort. La babysitter a dit qu'elle avait vu Christopher donner une fessée très violente à Sofia. Et quand elle était allée voir Erika pour lui en parler, Erika n'avait tout simplement pas écouté. Une autre babysitter l'avait vue avec des yeux au beurre noir et Sofia lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait mal aux fesses.
De plus, elle avait toujours peur et disait à la babysitter « Ne le dis pas à mon papa ». À ce moment-là, Sophia appelait Christopher son papa. Cette babysitter avait également parlé à Erika des choses qu'elle avait remarquées, mais elle a aussi été ignorée par Erika. Parce que si tu ignores ça, alors ça n'arrivera plus, tout simplement. N'est-ce pas? Christopher et Erika ont à plusieurs reprises essayé de rejeter la faute sur cette babysitter pour certaines des blessures qu'Alexa avait, notamment lorsqu'elle s'était cassé la jambe et lorsqu'il y avait du sang dans sa couche. Le procès de Christopher Shuri n'a pas eu lieu avant plus de 5 ans. Après le meurtre de Sophia le 26 septembre 2016, le procureur a commencé avec une photo de Sophia, la décrivant comme pleine de vie et toujours heureuse. Ils ont ensuite évoqué comment Sophia avait subi un traumatisme contondant, provoquant plusieurs saignements importants. Alors qu'ils montraient aux jurés des photos explicites des ecchymoses de l'enfant, l'argument du ministère public était que Christopher avait agressé sexuellement puis frappé Sophia. La défense, en revanche, affirmait que même si la mort d'un enfant est toujours une tragédie, dans ce cas, il n'y avait ni viol, ni meurtre, ni torture. Ils ont qualifié le cas de Sophia de mystère médical parce qu'il n'y avait aucune ligature, des marques indiquant que quelqu'un l'aurait maintenue, des traces de morsures pour se défendre ou toute preuve de torture. L'équipe de défense de Christophe a soutenu que si elle avait été violée, il y aurait eu plus de sang retrouvé dans l'appartement et ses blessures auraient été plus graves. Ils ont expliqué que des traces de sang retrouvées par la police étaient dues à une maladie rare de coagulation dont souffrait Sophie. Là, ils exagèrent vraiment. Ils ont également affirmé que la constipation, ainsi que les efforts de réanimation des ambulanciers, étaient liés à certaines de ces blessures. La défense affirmait que Sophie aurait pu être blessée par les gestes de réanimation des ambulanciers car, dans l'ambulance, un ambulancier a tenté 2 fois d'intuber la fillette sans succès, puis les médecins ont pris le relais. Les médecins ont aussi eu du mal à intuber Sophie à cause d'une obstruction pulmonaire. Mais l'accusation a affirmé que cela n'aurait pas causé les blessures dont Sophie avait souffert. En réponse à l'argument du sang de la défense, l'accusation a présenté des preuves montrant que du sang avait été trouvé sur le matelas de Sophie. Ils ont affirmé que Christophe aurait pu effacer d'autres preuves en se douchant. La détective présente la nuit du meurtre de Sophie n'avait trouvé aucune trace de sang frais. Il a cependant précisé qu'il était possible qu'une petite quantité de sang ait séché au moment où il était arrivé. Un pompier du comté de Tulare et ambulancier à temps partiel a témoigné qu'il se souvenait avoir vu le corps de la petite fille allongé sur le sol pendant que les ambulanciers tentèrent de trouver un pouls. Il avait en fait été le premier dans l'ambulance à remarquer une petite flaque de sang sous Sophia. Des experts médicaux avaient ensuite découvert des lacérations ainsi que des saignements autour du rectum de Sophia. Le pompier qui a témoigné a dit qu'il n'a jamais oublié cette scène. Sa fille avait à peu près le même âge à l'époque. Il a dit que, sur ses 16 années en tant que pompier, il ne ramenait généralement pas son travail à la maison, mais celle-ci l'avait vraiment marqué. Plus de 10 experts médicaux ont témoigné que la mort de Sophia avait été causée par une force extrême, l'un d'eux déclarant « Il n'y a absolument aucun moyen, sur cette terre, que ces blessures n'aient pu être causées par un trouble de la coagulation sanguine. Merci. » Le docteur Philip Hayden, qui avait examiné Sophia le jour où elle avait été amenée à l'hôpital en mai 2011, a décrit en détail et de façon très explicite l'étendue des blessures de Sophia. Sophia présentait plusieurs ecchymoses sur le cuir chevelu. Elle avait plusieurs signes externes de traumatisme sur le dos et les fesses, des blessures abdominales et une contusion au diaphragme. Bien que le docteur ait admis que Christophe avait agressé sexuellement Sophia, puis l'avait frappée jusqu'à l'évanouissement, il a déclaré que, la nuit où elle a été amenée à l'hôpital, sa mère, Erika, a raconté une autre version des faits. Elle lui avait dit que Sophia était tombée dans les escaliers 2 jours plus tôt, puis ce jour-là dans un chariot de course joué en métal. Aucune de ces explications n'avait de lien avec ses blessures, a témoigné le médecin. L'ADN de Christophe a aussi été retrouvé sur un cache-sommier dans la chambre de Sophia, mais la défense a expliqué que ce n'était pas surprenant, cette chambre ayant déjà appartenu à Christophe. La défense a également souligné qu'aucun ADN de Christophe n'avait été retrouvé sur le corps de Sophia, et qu'aucun ADN de Sophia n'avait été retrouvé sur le corps de Christophe. Cependant, Washington aurait pu se débarrasser de cette preuve ADN très importante, et Sophia était complètement trempée lorsque les premiers intervenants sont arrivés. Erika a ensuite témoigné à la barre. Lors du procès de Christophe, elle a déclaré que son ex-petit ami, Christophe, était un toxicomane typique, débordant de colère et de violence,
et se montrait abusif lorsqu'il avait besoin de sa dose. Elle a dit qu'il l'avait déjà étranglée, plaquée contre un mur, lui avait lancé des cadres photos et proféré des menaces de mort, quand elle lui avait demandé de partir, à plusieurs reprises. La première chose dont Erika se souvenait du 7 mai 2011, c'est que Christophe et elle s'étaient disputés. Cependant, elle a dit ne pas se souvenir de la raison de la dispute, ni si cela avait dégénéré physiquement. Pourtant, j'ai l'impression que si cela avait eu lieu, on s'en souviendrait. Je pense donc qu'elle cache quelque chose. Erika a dit que la dispute s'est arrêtée seulement quand elle est partie chercher de l'héroïne. Parce que quand Christophe redescendait, il était une personne très différente, et elle pensait que la drogue arrangerait les choses. Pour obtenir ces drogues, Erika a pris 2 bus jusqu'à Visalia. Là-bas, elle a acheté pour 20 à 30 $ d'héroïne, puis elle est rentrée à son appartement à Exeter. Après, Erika a dit être montée voir ses 2 filles qui dormaient dans leur chambre sur un lit jumeau. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas si Christophe était monté à l'étage pour voir les filles, mais elle se souvenait avoir regardé un film avec lui. Erika a ensuite témoigné qu'elle avait entendu un bruit sourd venant de la chambre des filles à l'étage, mais elle pensait que Sophia était simplement tombée de son lit. Quand elle est allée voir, Erika avait trouvé Sophia allongée nue par terre, même si plus tard elle dirait qu'elle portait une culotte. Tout de suite, Erika a remarqué que sa fille était couverte de vomi et elle a dit qu'elle était allée appeler le S-Secours. Après l'appel téléphonique, elle est remontée à l'étage et a trouvé Christophe en train de laver Sophia dans la baignoire. Erika a ensuite enveloppé sa fille dans une serviette et l'a emmenée en bas, dans le salon. De là, elle est allée chez une voisine pour lui demander de l'emmener à l'hôpital. Erika reconnaîtra avoir menti à la police lors de son premier interrogatoire, par crainte de perdre ses enfants ou d'être emprisonnée pour sa consommation de drogue. On lui a alors demandé si elle avait confié ses enfants à Christophe. Elle a répondu qu'elle lui faisait confiance. Elle n'avait rien vu qui prouve le contraire. Pendant son témoignage, la procureure a interrogé Erika au sujet du moment où la petite sœur de Sophia s'était cassé la jambe. C'était en mars 2011 alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Erika a dit que Christophe lui avait raconté à l'époque qu'ils étaient au terrain de jeu et que le bébé s'était tordu la jambe en glissant sur le toboggan. Mais les médecins de l'hôpital qui ont examiné la petite Alexa ont dit que la blessure avait probablement été causée par une chute. Quand Erika a confronté Christophe, il a changé son récit, disant qu'on l'avait en fait laissé tomber lors d'un anniversaire. Je ne comprends pas pourquoi Erika aurait cru cela à ce moment-là. Un autre témoin était l'homme d'entretien de l'immeuble où Sophia avait vécu. Il était entré dans l'appartement après le départ de la police pour continuer à nettoyer les lieux. Il avait trouvé un préservatif, son emballage, ainsi que ce qu'il pensait être un objet sexuel dans la chambre des enfants. Une voisine de l'immeuble a parlé des changements qu'elle avait remarqués à l'époque où Christophe l'avait emménagé avec Erika et les filles. Elle soupçonnait une consommation de drogue dans l'appartement. Il y avait aussi de nombreuses plaintes de ses voisins au sujet du couple, et elle a complètement cessé de voir Sophia, Alexa et leur mère. Une femme nommée Karen Bibi a témoigné au sujet d'une conversation qu'elle avait eue auparavant avec Erika. Erika lui avait dit que Christophe l'a frappée et qu'un jour, il l'avait même poussée contre un mur en la tenant par la gorge. Lorsque Karen lui a demandé pourquoi il avait fait cela, Erika a répondu que c'était parce que les enfants ne l'appelaient pas papa. Parce qu'ils ont un père et parce que tu es un connard, je ne sais pas. Lors des plaidoiries finales, la défense de Christophe a demandé au jury de s'en tenir aux faits sans spéculer sur ce qu'il pensait s'être passé. Mais l'accusation a déclaré que les faits montraient clairement que Christophe avait assassiné Sophia Acosta. Après des semaines d'auditions de témoignages, le 14 novembre, un jury a déclaré Christophe coupable. Après la condamnation, le jury a entendu des témoignages pour déterminer quelles seraient leurs recommandations au juge concernant la peine de mort. La défense de Christophe soutenait qu'il ne méritait pas la peine de mort car il n'avait jamais eu la chance d'une vie normale. Le lent et constant déclin de la relation de ses parents, ainsi que la consommation de drogue de son père lorsqu'il était adolescent, ont été dévastateurs pour lui. Oui, mais beaucoup de gens ont ce genre de problème et ils ne vont pas pour autant tuer des enfants. Donc, à l'âge de 15 ans, Christophe était déjà accro à l'héroïne et il a été laissé seul avec son frère dans un appartement. Pourtant, pendant ces 2000 jours d'incarcération au cours des 5 dernières années et demie, la défense a déclaré que Christophe s'était bien comporté parce que c'était la première fois de sa vie qu'il avait un environnement encadré et structuré.
L'accusation a contesté cette affirmation en disant que Christophe n'était effectivement pas un citoyen modèle. En prison, loin de là. Il avait en fait jeté des excréments sur un autre détenu, avait été surpris avec une aiguille de 5 cm dans sa cellule et avait vu sa peine prolongée de 300 jours en raison de son incapacité à respecter les règles. La preuve la plus accablante a été présentée lors de la condamnation. Il s'agissait d'un appel passé en prison par le père de Christophe, Charles Chéry. Charles a dit à son fils de ne pas sourire au tribunal même sans le jury, car la famille de Sophia était là. Christophe a répondu qu'ils aillent se faire foutre. Il n'a aucune sympathie et aucun respect pour la famille de Sophia, absolument aucun. Le jury a rendu sa décision et a recommandé la peine de mort pour Christophe Chéry et le juge a accepté. Il est actuellement détenu dans le couloir de la mort à la prison de San Quentin, en Californie. Jacqueline Pérez, ancienne amie d'Erika, était présente lors du procès. Elle a dit qu'elle n'était plus amie avec Erika et qu'elle pensait qu'Erika devait aussi être tenue responsable de la mort de Sophia. Et je suis d'accord. Le père de Christophe, qui était également dans la salle d'audience, a déclaré par la suite « Ils ont gagné cette partie de la bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Je sais que mon fils est innocent et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'il ait un procès équitable. » D'accord, bonne chance, ou pas. Après une bataille pour la garde avec Erika, Obi Acosta a finalement obtenu la garde exclusive de sa fille Alexa. En raison des circonstances du décès de Sophia, Obi a dû suivre des cours de gestion de la colère et de prévention de la violence domestique afin d'être à nouveau éligible pour obtenir la garde de sa fille. Le 14 mai 2011, plus de 60 personnes se sont réunies en chantant et en priant au Memorial Park de Livingston, en Californie, pour une veillée aux chandelles. Beaucoup portèrent des t-shirts avec la photo de Sophia dessus. Son père, Obi Acosta, a dit à propos de sa petite fille « Sophia était une enfant heureuse. Elle faisait toujours sourire les gens, tout le monde était heureux autour d'elle. » Il a ensuite parlé de la façon dont, lorsqu'il était à l'hôpital avec Sophia, tout ce qu'il voulait faire, c'était la prendre dans ses bras et la serrer contre lui, mais il ne pouvait pas. Ils lui ont permis de lui tenir la main et c'est tout. Il y avait aussi un mémorial avec des fleurs et des bougies au Parc Triangle pour Sophia. Le 24 mai 2011, des dizaines de personnes en deuil se sont rassemblées à la maison funéraire Ivers et Alcorn pour dire adieu à Sophia Acosta. Lors de la cérémonie, des chansons ont été chantées et la famille a relâché des colombes blanches. Sophia a ensuite été enterrée au cimetière de Winton. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Sophia aujourd'hui. Cette petite fille a été si violemment attaquée par encore un autre petit ami. Et même si je suis contente que Christopher ait reçu la peine maximale pour ce qu'il a fait à Sophia, je ne trouve pas juste que sa mère n'ait pas été punie du tout. Au moins, elle n'a pas pu obtenir la garde de la petite sœur de Sophia, Alexa, parce qu'il est évident qu'elle n'est pas une mère digne de ce nom pour avoir laissé cet homme être seul avec ses enfants dès le départ. Are you shopping? Ouais, vas-y Peanut, vas-y Peanut. Toute la peanut. Youpi, oh, c'est magnifique. La police pense que cette femme, Tiffany Lucas, âgée de 32 ans, a abattu ses 2 fils. Elle est accusée de 2 chefs de meurtre. Jaden Terrell Howard est né le 13 mars 2014. Il était élève à l'école primaire Freedom dans le comté de Bullock, au Kentucky. Son frère, qui avait 3 ans de moins que lui, s'appelait Maurice Baker Jr. Et on disait qu'il était drôle, gentil et intelligent, et il était aussi surnommé Peanut. Tout comme Reese, Jaden et Maurice étaient décrits comme de gentils petits garçons, toujours heureux et très polis. Ils adoraient jouer aux jeux vidéo ensemble, jouer au football et faire du vélo. Les garçons avaient 2 pères différents. Le père de Jaden était décédé en 2019 et celui de Maurice n'était pas présent dans sa vie. Ce n'était pas par choix, car il était dit que le père de Maurice était empêché de le voir par sa mère. Elle s'appelait Tiffany Lucas et donc elle était la seule personne à s'occuper du garçon. Tous 3 vivaient à Shepherdsville, Kentucky, et Tiffany donnait toujours l'impression d'être une excellente mère pour les garçons. Surtout sur ses comptes de réseaux sociaux où elle publiait de nombreuses photos d'elle, fortement retouchées, avec Jaden et Maurice. Le jour de la Saint-Valentin 2022, elle a publié une photo d'elle avec les garçons, accompagnée des mots « J'aime mes bébés ».
Chaque jour de l'année, je trouverai toujours une excuse pour les célébrer et leur montrer à quel point ils sont spéciaux. Dans une autre publication, la mère a proclamé « J'aime mes rois ». Différents, et c'est pourquoi Jaden et Peanut sont des enfants différents. Ils sont envoyés par Dieu. Pour chaque erreur commise ou blessure causée, je m'efforce de les réparer et d'aimer mes enfants plus longtemps et plus profondément. Elle a ajouté « Je ne peux garantir beaucoup de choses, mais je peux garantir d'être la mère. Je le serai toujours. L'amour que je partagerai toujours et tout ce que je pourrai donner et faire de mieux vous sera promis, mon amour, Jaden et Peanut. » Les garçons. Peanut. Pour la fête des mères 2023, elle a publié une photo d'elle, Maurice et Jaden. Elle a écrit « Chaque jour est la fête des mères dans mon monde. Je ne peux que remercier Dieu de m'avoir béni au plus haut point. Des jeunes rois respectueux, compatissants, forts, drôles, sensibles, surprotecteurs, obsessionnels et aimants qui m'appellent maman, mamoun et mamounette. Je ne pense pas que je saurais sourire, aimer ou survivre sans eux. Même les mauvais jours, ils m'ont couverte d'un amour abondant, toujours ensemble, jamais séparés, 3 âmes, un seul cœur. » Cependant, selon ceux qui connaissaient Tiffany, toutes ces publications sur les réseaux sociaux n'étaient rien d'autre qu'une mise en scène destinée à tromper les autres en leur faisant croire qu'elle était normale. On disait que Tiffany avait du mal à garder un emploi, travaillait rarement, avait un comportement très instable et avait des problèmes de drogue que peu de gens connaissaient. Ces problèmes de drogue avaient conduit à ce que Maurice et Jaden soient retirés de sa garde quand ils étaient plus jeunes, et Tiffany avait même déjà purgé 1 mois de prison pour possession. Selon le père de Maurice, Tiffany s'était également prostituée à un moment donné. À cause de cela, les familles des garçons auraient contacté les services de protection de l'enfance à plusieurs reprises, mais sans succès. Comme je l'avais dit, Tiffany essayait d'éloigner Maurice du côté de la famille de son père, ce qui incluait aussi son petit frère. Selon la petite amie de Mauricien qui jouait aussi le rôle de belle-mère pour Maurice Jr., Tiffany était extrêmement égoïste et ne voulait pas qu'il ait une relation avec son père ou son autre petit frère. Si quelqu'un du côté de la famille du père de Maurice se présentait chez Tiffany pour voir les garçons, elle ne répondait pas à la porte ou bien elle trouvait une excuse pour expliquer pourquoi les garçons ne pouvaient pas sortir. Puis, dans l'après-midi du 8 novembre 2023, le voisin de Tiffany est arrivé dans son allée et il a vu la mère de 32 ans descendre ses marches avant de s'effondrer soudainement. Il a couru vers elle et elle lui a dit que ses enfants étaient en train de mourir. Ma voisine vient juste de venir à ma porte et elle s'est évanouie. Je n'arrive pas à la réveiller. Elle est en train de mourir, c'est sûr. Quel âge a-t-elle? Je dirais qu'elle a un peu plus de 30 ans. On est en train de mourir et maintenant elle crie que les enfants sont en train de mourir juste ici. Le voisin s'est alors éloigné de Tiffany et s'est précipité dans sa maison où il a découvert les corps de Maurice et Jaden. Ils étaient allongés sur le sol d'une chambre, couverts de sang, et une arme à feu se trouvait sur le lit près d'eux. Est-ce qu'on sait ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien. On vient de trouver leur mère, notre voisine, complètement paniquée dans mon jardin. D'accord. Et quel âge a-t-il? Oh mon Dieu, il a... je ne sais pas, il doit avoir environ 6 ans. Est-ce qu'il a été blessé par balle? Je ne vois pas d'arme apparente. Ils sont 2, ils saignent tous les 2. Il y a 2 enfants. Oui, madame. D'accord. Peut-elle vous dire ce qui se passe ou s'est passé? Non, savez-vous ce qui s'est passé? Non, elle tremble, elle a pris quelque chose, elle panique, je ne sais pas. Elle est juste allongée ici maintenant sur le ventre. Les agents se sont rendus au domicile situé au niveau du 200 rue Bentwood vers 11h après l'appel au 911 de la voisine. Elle est consciente, elle est consciente. Madame, quel est votre nom?
Je ne vous entends pas, Tiffany. D'accord, Tiffany, je vais changer ces menottes, d'accord. Puis je vais te retourner et t'installer, d'accord. Je te tiens. Je vais lever tes mains pour que tu puisses les enlever. Ne bouge pas, d'accord? D'accord, maintenant je veux que tu l'écoutes. Je vais prendre ce bras, tu vas rouler dans cette direction, d'accord? Tu vas t'asseoir en même temps. Tu comprends? 1, 2, 3. Prends cette jambe, plie-la, fais toucher ton pied à ton genou, tu sais, sur le côté, au sol. Maintenant, on va rouler encore une fois de ce côté et je vais t'aider à te mettre debout. D'accord? Prêt? 1, 2, 3. As-tu pris quelque chose? Tu as bu? Alors? Pourquoi tu ne peux pas te lever? Tu n'en as juste pas envie, hein? J'ai dit que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien? D'accord, je suppose qu'on va la mettre dans ma voiture et quand les secours seront là, ils viendront l'examiner. Les 2 garçons, qui étaient vivants mais à peine, ont été immédiatement transportés en ambulance à l'hôpital pour enfants Norton, où ils ont subi des interventions chirurgicales d'urgence pour leur sauver la vie. Mais malheureusement, vers 14h50, les 2 enfants sont décédés de leurs blessures. Moins d'1 heure plus tard, leur mère, Tiffany Lucas, a été placée en détention au centre de détention du comté de Bullitt et accusée de leur meurtre. Avant d'être amenée, Tiffany avait dit à la police qu'elle ne se sentait pas bien, alors les services médicaux d'urgence l'avaient examinée. Et elle leur a indiqué qu'elle n'avait consommé ni alcool ni drogue ce jour-là. Elle a également déclaré qu'elle s'était tiré une balle dans l'oreille, mais cela s'est avéré faux. Non, mec. Ouais, je le dis. Un bracelet à la cheville, des unités sur son pied, ça a du sens, merci. En m'approchant ou la contournant, ça se déclenchait toujours. Puis elle a dit s'être tirée dans l'oreille. En restant près de son oreille, je ne voyais rien de ce qui devait se passer. Il a dit, tu portes des boucles d'oreilles? D'accord, c'est bon, voyons voir. Allons-y. Ça veut tout dire. Tu es juste, tu es malade. La police avait obtenu des images de caméra Ring d'une maison voisine le jour de la fusillade. Dans la vidéo, on entend 4 coups de feu avant que Tiffany ne soit vue sortant de sa maison en appelant à l'aide. La mère a dit au détective qu'elle avait laissé l'arme dans la chambre et qu'elle l'avait reçue de quelqu'un d'autre. Elle a reconnu être seule ce jour-là avec les garçons. Lorsque la police a demandé à Tiffany pourquoi elle avait tué ses 2 jeunes enfants, sa réponse a été très étrange. Et elle a dit « J'aime mes enfants, j'aime tellement mes garçons. Je ne leur aurais jamais fait de mal, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait. Je me sentais en retrait. Je jouais soudainement aux jeux vidéo et je n'étais pas concentrée comme je devais l'être, tu sais. Et eux aussi, avec leurs jeux vidéo, YouTube et tout ça, les enfants, ça leur embrouille l'esprit au point que des gens peuvent manipuler leurs parents ou faire tout ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression que quelqu'un a jeté quelque chose sur ma maison ou sur moi ou quelque chose comme ça. Je ne me sens tout simplement pas bien. Ce n'est pas comme avant, je ne fais pas ça. J'adore les cheveux, putain. » La mère a insisté sur le fait qu'elle vivait une expérience hors du corps et qu'elle n'aurait pas tué ses 2 jeunes enfants si elle n'avait pas été manipulée. Elle a ensuite déclaré aux autorités qu'elle était manipulée par des choses comme Facebook, Internet et les connexions sans fil pour tuer ses enfants. Tiffany a affirmé qu'elle avait un sugar daddy qui manipulait son esprit depuis 3 ans à ce moment-là. Selon elle, il faisait tout cela à travers son téléphone, et cet homme installait aussi des choses chez elle. Des trucs vraiment maléfiques, sombres et bizarres. Et même si cet homme ne lui avait jamais réellement dit de tuer ses enfants, il avait fourni à Tiffany l'arme qu'elle avait utilisée. La mère des garçons, qui venait de mettre fin à leur vie, allait aussi le raconter à la police. Tout au long de son entretien, elle affirmait qu'elle était une femme bien et une très bonne mère. Pendant tout le temps où elle était interrogée par les détectives, Tiffany ne semblait pas montrer beaucoup de remords pour ce qu'elle avait fait.
Par moments, elle se concentrait même sur des choses bizarres, comme les mouvements des doigts de l'officier ou les bruits de son téléphone portable lorsqu'il recevait des notifications. Tu vois, dès que t'es entré... Pourquoi fait-il ça? Mon téléphone. Dès que tu passes la porte, c'est bizarre, non? C'est étrange ces bruits de verrouillage, ce n'est pas normal. Laisse-moi fermer ça. Regarde. Laisse-moi fermer ça. Ce n'est pas bon, tu vois. Pas pour de bon. Chaque fois que je dis quelque chose, ton téléphone sonne. Crois-moi, j'aimerais qu'il ne sonne pas. Tiffany a également fait l'étrange déclaration que son nom avait été écrit partout à l'arrière de la voiture de police. Quel est ton nom de famille? Lucas? Dis-moi. Oui. Je l'ai là-dedans, je te jure devant Dieu. C'est là, je ne l'ai pas fait. C'était écrit? Surtout à l'arrière des voitures de police. Je l'ai vu, je te le dis. Je l'ai vu? Je peux aller dans l'autre pièce et le prendre. Non, à l'arrière des voitures de police, il y a des objets blancs marqués Lucas. Je l'ai vraiment vu. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. Ce n'est qu'après que le shérif adjoint a quitté la pièce que la femme de 32 ans a admis avoir tiré 4 coups de feu en 30 secondes, mais elle a insisté sur le fait que la fusillade était simplement accidentelle. Je ne suis pas sûre de comprendre comment on peut tirer 4 coups de feu d'affilée par accident. Tiffany a été inculpée de assassinat et sa caution a été fixée à 2 millions de dollars. Au début, elle et son équipe de défense allaient plaider lors du procès qu'elle n'était pas légalement saine d'esprit au moment où elle a tué Jaden et Maurice. Mais en octobre 2024, Tiffany a changé d'avis et a finalement décidé de plaider coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré devant le tribunal. Une vidéo a été diffusée montrant Tiffany emmenant ses 2 jeunes fils dans un Waffle House la veille du jour où elle les a brutalement assassinés. Sur place, son état mental instable était très évident et le personnel du Waffle House se souvenait que la mère était dans son propre monde. Ils ont dit qu'elle semblait avoir du mal à comprendre ce qui se passait et qu'elle ne répondait pas aux questions qu'ils lui posaient. Elle n'arrêtait pas non plus de regarder derrière elle, comme si quelqu'un la suivait. Elle n'a rien mangé pendant tout le temps où elle était là, et en général, elle ne semblait tout simplement pas aller bien. Tiffany a également été vue sur des images vidéo quelques jours avant la fusillade, demandant de l'aide à l'un de ses voisins. Selon l'avocat de la mère, elle souffrait de puissants délires au moment où elle a tué ses 2 fils. Elle avait également retourné l'arme contre elle, mais elle s'est enrayée. Ils ont déclaré que Tiffany croyait qu'elle et ses enfants étaient traqués par un groupe de personnes puissants et inconnus, dont elle craignait qu'ils enlèvent et torturent les garçons. Selon eux, son épisode psychotique avait été déclenché par un sevrage aux opioïdes, car elle essayait d'arrêter, et cela en était un effet secondaire. Lors de sa condamnation, un juge a dit à Tiffany « Une mère, c'est plus que donner la vie. C'est fournir de la nourriture, des vêtements et un abri, mais plus important encore, de l'amour et de la sécurité. Je ne peux pas imaginer l'horreur absolue que ces enfants ont dû ressentir en voyant leur mère avec une arme à feu. » Peu de temps après avoir fait ces remarques, la juge a condamné Tiffany Lucas à 2 peines de prison à vie consécutive. Elle sera éligible à une libération conditionnelle dans 20 ans. Cependant, la procureure a déclaré qu'il pense qu'il est très peu probable qu'elle obtienne une libération conditionnelle à ce moment-là. Dans la salle d'audience, 6 membres de la famille ont lu des déclarations de victimes, expliquant à la juge comment les meurtres des 2 enfants avaient bouleversé leur vie. Beaucoup d'entre eux ont utilisé les mots « monstre » et « égoïste » en parlant de Tiffany. Regina Rowling, la grand-mère de Jaden, a pris la parole et voici ses propos. Jaden était tout ce qui nous restait. Et vous nous l'avez enlevé. Vous savez, j'avais déjà perdu son père. Et puis tout d'un coup... Et puis vous avez pris Jaden. Tu as déchiré nos vies.
Et tu sais que tu aurais pu nous confier ces enfants et on se serait occupé d'eux. Mais t'as été égoïste. Mon cœur est en morceaux. Et tu sais que tu as toujours eu un endroit où les déposer. Tu me l'as pris et je souffre chaque jour. Chaque seconde de la journée, je souffre. J'espère qu'ils te donneront 2 peines de prison à vie. Sans la possibilité de la liberté conditionnelle. Je veux que tu souffres, tout comme je souffre en ce moment. Il ne méritait pas ça. Tu m'as pris mon petit homme. Et nous l'aimons tous tellement, Jaden et Maurice Bobby Baker. La tante de Maurice Jr. a juré de traquer Tiffany à toute audience de libération conditionnelle si jamais elle devenait éligible. Elle a dit « Je vois souvent ces émissions de tribunal où le prévenu est pardonné par la famille de la victime, mais pas aujourd'hui, pas par moi. Je ne te pardonnerai jamais, salope. Je serai présente à chaque audience de libération conditionnelle. Tu m'entends ? Je serai présente à chaque audience de libération conditionnelle. » Maurice Jr. et Jaden ont tous deux été commémorés lors d'une veillée émouvante qui a eu lieu dans la nuit du 12 novembre 2023 cette mai. Des centaines de personnes, dont des proches et des dizaines de premiers intervenants, ont assisté à la veillée à l'église baptiste Little Flock sur Preston Highway à Shepherdsville. Des bougies et une rangée de ballons ont été disposés lors de la veillée pour aider la communauté à guérir de cette tragédie. En souvenir des petits garçons, un mémorial s'est aussi formé sur la pelouse devant leur ancien domicile. Des gens ont déposé des ballons, des bougies, des fleurs et des peluches. D'autres se sont arrêtés pour prier pour leur famille. Je savais que je n'étais pas seule à partager la douleur de leur famille. Un ours en peluche et un tigre, laissés par Kimberly Smith, mère de 4 enfants vivant au bout de la rue, témoignent de l'attention et du deuil de la communauté. Sur les lieux du terrible crime de mercredi, je devais leur faire savoir, que ce soit en esprit ou non, que vous savez et que leur famille le sache aussi. Nous prions pour eux et espérons qu'ils surmonteront cette épreuve. Ça va être long et difficile, mais nous prions pour eux. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maurice et Jaden aujourd'hui. C'est tellement triste que Tiffany ait agi comme une mère si aimante et attentionnée en ligne, publiant constamment des photos d'elle avec Maurice et Jaden. Et puis un jour, elle s'est retournée contre ces garçons doux et innocents et a mis fin à leur vie. Je me demande vraiment ce qui se passait en coulisses quand Tiffany ne publiait pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Est-ce que Tiffany a simplement craqué un jour ? Ou bien n'a-t-elle jamais été la mère qu'elle prétendait être ? Sa fille allait très bien. Elle était heureuse et souriante il y a seulement quelques heures. Mais maintenant... Sa peau avait une teinte grisâtre et elle avait du mal à respirer. Qu'arrivait-il à sa petite fille ? Elle avait seulement pris son petit déjeuner. Bernice Natanda Wamala est née le 28 février 2018 à Toronto, en Ontario, au Canada. Sa mère s'appelle Maureen Mrembi et son père s'appelle Tony Wamala. Ils sont tous les deux originaires d'Ouganda. La petite Bernice était pleine de vie, avait beaucoup d'amour à donner et elle avait aussi un rire merveilleux. On l'appelait affectueusement Princesse Nanis. La petite fille adorait la musique et le ballet. En fait, elle était littéralement obsédée par la danse. Elle dansait sur chaque chanson qu'elle entendait. Le 6 mars 2021, Maureen a déposé la petite Bernice, âgée de 3 ans, chez son amie Zara Issa, dans son appartement. Maureen avait besoin d'une baby-sitter ce jour-là, et Bernice et la fille de Zara étaient de très bonnes amies. Elles ont donc décidé de laisser les petites filles faire une soirée pyjama cette nuit-là. En fait, Zara et sa fille Samara vivaient dans le même immeuble que Bernice et sa mère. C'était une tour située sur Birchmount Road à Toronto. Les filles se sont bien amusées à jouer ensemble ce soir-là, puis le lendemain matin, Bernice et Samara se sont réveillées pleines d'énergie et les petites ont décidé de prendre le petit déjeuner.
Les deux petites filles ont décidé qu'elles voulaient des céréales Golden Morn que Zara gardait dans son garde-manger, mais juste après le petit déjeuner, Bernice est tombée violemment malade. Elle vomissait sans arrêt et la petite fille était devenue très faible. Zara a appelé Maureen qui s'est précipitée affolée à l'appartement dès qu'elle est arrivée. Quelques secondes plus tard, Bernice était allongée sur une chaise et elle respirait à peine. Maureen a examiné la bouche de sa fille et a remarqué une teinte grisâtre. Elle a aussi pressé son majeur pour voir s'il y avait une circulation sanguine, mais elle n'a rien vu. Terrifiée, Maureen a composé le 911 pour faire venir une ambulance à l'appartement. Mais après 25 minutes d'attente sans que les secours ne soient arrivés, Zara a pris la voiture et les a conduites à l'hôpital aussi vite qu'elle le pouvait. À l'hôpital Michael Guérin, les médecins ont placé Bernice sous oxygène et effectué de nombreux examens. Mais ils n'ont pas réussi à découvrir ce qui rendait la petite fille malade et son état ne faisait qu'empirer. Une grande partie du corps de Bernice commençait à devenir grise à cause du manque d'oxygène. Peu de temps après, Bernice a subi 2 crises cardiaques et malgré plusieurs tentatives de réanimation, les médecins n'ont toujours pas réussi à sauver la petite fille. Et malheureusement, à 14h16, Bernice est décédée. C'était seulement une semaine après son 3e anniversaire. Et peu de temps après que Bernice ait été emmenée à l'hôpital, son amie Samara est tombée malade avec exactement les mêmes symptômes. Elle aussi a été emmenée dans un autre service d'urgence. Heureusement, elle s'est rétablie en 4 jours, mais la cause du décès de Bernice restait inconnue, laissant sa mère sans aucune réponse. Ce n'est que 2 semaines après la mort de Bernice que Maureen a reçu un appel de la police de Toronto lui annonçant que sa fille était décédée d'un manque d'oxygène dans ses cellules corporelles à cause d'un produit chimique hautement toxique, le nitrate de sodium. Et comme les 2 filles étaient tombées malades immédiatement après avoir pris leur petit déjeuner, la police pensait que quelqu'un avait trafiqué les céréales. Les enquêteurs se sont donc immédiatement concentrés sur les céréales qui étaient du Golden Morn, une céréale africaine à base de maïs et de soja, fabriquée par Nestlé Central en Afrique de l'Ouest. Grâce à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des échantillons de céréales ont été analysés et il a été confirmé rapidement qu'il n'y avait pas de problème généralisé avec ce produit. Il s'agissait d'une attaque ciblée. Le 19 juin 2021, la police du service du coroner de l'Ontario a finalement procédé à une arrestation. Ils ont arrêté Francis Nagugi, âgé de 45 ans. Il a été déterminé que les céréales que les filles avaient mangées avaient été intentionnellement contaminées. Et il s'est avéré que Francis était en fait sorti avec la mère de Samara, Zara, auparavant, ce qui signifiait qu'il avait accès à l'appartement. Francis Nagugi a été inculpé de 2 chefs d'accusation d'administration d'une substance nocive mettant la vie en danger, de 2 chefs pour avoir causé illégalement des lésions corporelles et de négligence criminelle ayant causé la mort. Ces chefs d'accusation seraient requalifiés en tentative de meurtre et en meurtre. Moins de 2 semaines plus tard, Francis était en réalité un réfugié du Kenya qui était arrivé au Canada en 2018 chez eux. Son statut de réfugié était basé sur le fait que Francis avait été persécuté en raison de son orientation sexuelle. Il était bisexuel. Une fois au Canada, il avait commencé à travailler comme agent d'entretien chez Griffith Foods. Puis, en 2020, il allait rencontrer Zara Isa dans un centre d'apprentissage pour adultes. Et peu de temps après, en septembre 2020, Francis allait entamer une relation avec la jeune mère. Mais le fait est que Zara était déjà mariée. Son mari et sa fille aînée résidaient dans leur pays d'origine, la Tanzanie. Francis est rapidement tombé amoureux de Zara, et il adorait aussi sa fille, Samara. Il passait souvent du temps dans leur appartement, leur apportait des dîners, et il aidait même Zara à acheter des choses pour Samara, comme des vêtements et des jouets. Il était tombé éperdument amoureux de Zara. Et peu de temps après le début de leur relation, Francis lui a demandé sa main, mais Zara a refusé parce qu'elle était déjà mariée. Mais Francis continuait à lui faire sa demande au cours des mois suivants et elle continuait à le rejeter. Francis voulait toujours passer du temps avec Zara. Il ne voulait jamais être seul et il est devenu de plus en plus obsessionnel et jaloux. Il était également désormais obsédé par le mariage de Zara. Il voulait tout savoir sur l'homme qu'il considérait comme un rival. Et Francis consultait de façon obsessionnelle les pages de réseaux sociaux du mari de Zara. Il a aussi commencé à enregistrer en secret des captures d'écran des publications du mari de Zara. Beaucoup concernaient ses efforts pour rejoindre sa femme et sa fille au Canada. Il avait aussi des captures d'écran de photos de famille et d'une manière ou d'une autre,
Il avait dans son téléphone des photos des documents de citoyenneté d'Issa et de son certificat de mariage. En octobre 2020, Francis a caché un enregistreur audio dans la chambre de Zara afin de pouvoir enregistrer secrètement ses conversations et interactions privées. Francis est prêt à tout pour son obsession envers Zara, allant même jusqu'à fouiller dans son passé ainsi que celui de son mari. Et Francis était convaincu que le mari de Zara était impliqué dans des activités criminelles et vivait en Tanzanie sous une fausse identité. Pendant la fin de 2020 et le début de 2021, Francis continuait à déclarer son amour à Zara, ainsi que son désir qu'ils forment une famille. Il a également dit à Zara qu'il avait lu le Coran et que celui-ci disait que le divorce était acceptable, alors il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Pourtant, Zara continuait de repousser ses avances, ce qui rendait Francis furieux et encore plus obsédé, si tant est que ce soit possible. À la fin du mois de janvier 2021, Zara en avait finalement assez de toute l'attitude envahissante de Francis, ainsi que de ses demandes en mariage. Encore et encore, alors elle a décidé de mettre fin à la relation. Elle savait aussi que sa fille aînée et son mari allaient bientôt les rejoindre au Canada. Cela allait complètement anéantir Francis, et malgré sa colère et sa jalousie bouillonnante, ils allaient tout de même rester amis. Du moins aux yeux de Zara. Pourquoi voudrait-elle même rester amie avec cet homme? Je suppose qu'à ce stade, elle avait déjà trouvé le magnétophone dans sa chambre donc. Non merci. Le 1er février 2021, Francis a obtenu une promotion à son travail chez Griffith Foods. Plus tard ce mois-là, on lui a demandé de nettoyer 2 sacs de nitrate de sodium qui s'étaient déchirés pendant le transport. On a dit à Francis de porter des vêtements de protection et son patron l'a prévenu que s'il en ingérait, ou même s'il en laissait absorber par sa peau, même moins d'1 cuillère à café, il serait mort en environ 1 heure. Dans le cadre de son traitement des aliments, Griffith Foods fait sécher la viande et utilise du nitrate de sodium de qualité alimentaire, pur à 99% dans ce processus, en très petite quantité. Cela existe sous plusieurs formes, mais le type utilisé par la société alimentaire était incolore et inodore. Et une surexposition au nitrate de sodium peut entraîner une affection appelée méthémoglobinémie, dans laquelle le corps est privé d'oxygène. Alors Francis a nettoyé le nitrate de sodium renversé et en même temps a commencé à élaborer un plan diabolique. Et il a mis dans sa poche une petite quantité de ce produit chimique hautement toxique. Quelques jours après cela, Francis s'est allé dans l'appartement de Zara et a mis le nitrate de sodium dans les céréales Golden Morn qu'elle gardait dans un récipient de nourriture pour bébé Similac étiqueté à la main dans son garde-manger. Francis avait l'intention que Zara mange les céréales et tombe très malade, voire qu'elle meure. Il savait à quel point ce produit chimique était toxique, mais comme on dit, s'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne le pourrait. Le 6 mars, Francis se trouvait en fait dans l'appartement de Zara lorsque Maureen lui avait demandé de garder Bernice pour la nuit. Pourtant, bien qu'il savait que les 2 tout petits allaient être dans l'appartement, il n'a rien fait pour retirer les céréales contaminées. Et puis, pourquoi est-ce qu'il est encore chez elle? Elle sait très bien que ce type est complètement cinglé, mais elle continue de le laisser venir. Franchement. Donc apparemment, Francis avait passé la nuit là, et le lendemain matin, le 7 mars, il était parti travailler à 5h du matin, et c'est à ce moment-là que Zara avait, sans le savoir, donné des céréales aux 2 filles. Ensuite, lorsque Zara était allée à l'hôpital après que Bernice soit tombée malade, Francis était en fait allé avec elle. Mais pendant tout ce temps, il n'a rien dit sur le fait qu'il avait mis le nitrate de sodium dans les céréales. Et c'est ça qui rendait la petite fille malade. Il aurait pu lui sauver la vie, potentiellement, mais il est resté là sans rien dire. Et après n'avoir rien fait pour lui sauver la vie, Francis continuerait aussi sa poursuite acharnée de Zara. Oui, même après ça, il a essayé de la tuer, mais maintenant il est là. Oh, eh bien, puisqu'elle n'est pas morte, tu veux qu'on continue à sortir ensemble? Il a même contacté l'ambassade de Tanzanie pour signaler que le mari de Zara était un immigré vivant sous une fausse identité, dans une tentative de lui rendre l'entrée au Canada plus difficile. De plus, Francis a également contacté le mari de Zara sur WhatsApp et lui a dit qu'ils étaient amoureux de la même femme. Personne ne pourra jamais l'aimer comme moi, c'est ce qu'a dit Francis. Mais le mari de Zara lui a dit qu'il était en fait au courant de la liaison et qu'il en avait déjà parlé avec sa femme. Puis,
en mai 2021, 2 mois après la mort de Bernice. Mais avant que Francis ne soit arrêté, Zara allait enfin rompre définitivement avec lui. Donc 1 mois plus tard, en juin, lorsque Francis avait été arrêté, il a nié toute connaissance de la façon dont les enfants étaient tombés malades. Il a prétendu ignorer tout du produit chimique, affirmant ne pas savoir qu'il était utilisé dans son entreprise. Mais à la fin du mois de septembre 2023, Francis Ngugi a plaidé coupable de meurtre au second degré. Cette condamnation entraînait automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pendant 10 à 25 ans, et la durée exacte serait laissée à la discrétion du juge. Avant que la sentence ne soit prononcée, Francis a lu ce qu'il avait griffonné sur un morceau de papier. Il a dit à la famille de Bernice « J'ai compris que je n'ai pas seulement pris une vie, mais j'ai aussi enlevé toutes les fêtes d'anniversaire. J'ai enlevé les souvenirs de son premier jour d'école, de sa remise de diplôme, de ses amitiés, de la voir se marier et avoir des enfants. Je vous ai volé toute cette joie, et pour cela, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Il n'y a pas de mots que je puisse dire pour défaire ce que j'ai fait. » Il tremblait et il n'a pas pu continuer, s'effondrant alors que la famille de Bernice s'est mise à hurler, ce qui a poussé le juge à ordonner une suspension d'audience. Le juge a déterminé que Francis Ngugi devrait passer au moins 17 ans en prison avant de pouvoir être admissible à une libération conditionnelle. Et lorsqu'il sera libéré de prison, il sera expulsé vers le Kenya, où il risque probablement de subir à nouveau des persécutions en raison de son orientation sexuelle. Dans sa déclaration de la victime, Marambe a exigé une justice totale pour sa fille, Bernice Wamala. Je me souviens de la dernière fois où nous sommes venus ici. Quand il a dit qu'il se sentait coupable, il a dit « Je suis désolé, Maureen. Désolé pourquoi, tu sais ? Je ne vais pas dire genre « D'accord, t'es pardonné parce que t'étais à l'hôpital ce jour-là, le jour où Bernice est décédée, tu sais, et aussi tu savais ce que tu avais fait. C'est comme si tu avais mis le poison pour ce bébé et tu n'as rien dit et tu étais à l'hôpital. Il est tellement mauvais parce qu'au moins il aurait pu le dire, tu sais, il aurait pu expliquer comme à l'hôpital. D'accord, les gars, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait ça à ces enfants. S'il vous plaît, faites quelque chose pour les sauver. » La juge a précisé au tribunal que l'infraction n'était pas spontanée, mais s'inscrivait dans une série d'actes visant à punir Messiza. Monsieur Ngugi a poursuivi ses objectifs sans relâche et avec insensibilité, même au détriment de la vie de Bernice. Même s'il regrette, cette histoire ne ramènera pas Bernice. Le 4 avril 2021, Bernice Natanda Wamala a été enterrée dans son pays natal, l'Ouganda. Sa mère a dit que c'est là qu'elle serait en paix. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Bernice aujourd'hui. Bernice n'était pas la cible du crime horrible de Francis, mais il avait quand même l'intention de tuer quelqu'un. Et je suis sûre qu'il n'a rien fait pour sauver la vie de Bernice. Il n'a pas dit au médecin ce qu'il avait fait, juste pour se sauver lui-même. Mais il a fini par s'attirer encore plus d'ennuis à la fin. Et maintenant, il va être expulsé vers le pays qu'il avait fui. S'il avait avoué ce qu'il avait fait tout de suite, peut-être que la petite Bernice serait encore en vie aujourd'hui, mais c'est un lâche. Elle a eu une hémorragie cérébrale et ne répondait plus lorsqu'elle a été emmenée à l'hôpital dimanche dernier, le 25 juin. Ils disent qu'elle était en visite ordonnée par le tribunal à ce moment-là. Selon le rapport du médecin légiste du comté d'Allegheny, elle est décédée jeudi à l'hôpital pour enfants UPMC. Iris Rita Alfero est née le 2 décembre 2021 à Butler, en Pennsylvanie, de sa mère, Emily Alfara, et de son père, Bailey Jacoby. On disait qu'Iris était très heureuse et un bébé très éveillé. Elle adorait regarder l'émission Miss Rachel et elle a appris beaucoup de signes en la regardant. Iris aimait aussi se blottir contre ses chats et chiens de compagnie, ainsi que regarder l'émission Bluey et le film Vaiana. La petite Iris et sa mère étaient très proches. Emily adorait tout simplement sa petite fille et on voyait souvent le duo porter des tenues assorties. Iris vivait aussi la plupart du temps avec sa mère, Emily, ainsi qu'avec les parents d'Emily. Leurs noms étaient Candace et Frank, Alfara ou Gaga, et papa pour Iris. Bailey avait toujours des droits de visite avec sa fille et il la voyait tous les mercredis ainsi qu'un week-end sur 2. Elle allait chez lui pendant ces périodes. Cela avait commencé quand Iris n'avait que 13 mois à l'époque où Emily avait rencontré et commencé à sortir avec le père d'Iris.
Vers la fin de l'année 2020, ils vivaient ensemble dans une maison située au niveau du 400 Electric Street à Newcastle, en Pennsylvanie. Emily avait déménagé après sa rupture avec Bailey au début de l'année 2022. Et quand cela s'est produit, Bailey a fait emménager sa nouvelle petite amie, Alicia Owens, seulement quelques mois plus tard, au printemps 2023. Après qu'Iris soit revenue d'une visite chez son père, elle a dû être emmenée à l'hôpital pour enfants UPMC par sa mère, Emily. Cela est arrivé après qu'Emily ait découvert que les selles de sa fille contenaient 20 perles d'eau dont certaines avaient grossi jusqu'à atteindre la taille de pièces de monnaie, des piles boutons et une vis. À la suite de cet incident, la police a dit à la mère d'Iris, Emily, qu'il pensait que cela avait été fait intentionnellement à sa fille. Emily a aussitôt contacté les services de l'enfance et de la jeunesse pour leur faire part de ses inquiétudes et de celles des autorités. Mais les visites régulières entre Bailey et sa fille ne seraient finalement pas limitées. On a même dit à Emily que si elle n'autorisait pas sa fille à continuer de rendre visite à Bailey, elle risquait d'être reconnue coupable d'outrage au tribunal et pourrait potentiellement perdre la garde de sa fille. Puis, le 25 juin 2023, Iris passait de nouveau le week-end chez son père Bailey lorsque Bailey a dû sortir rapidement au magasin. Et il a laissé sa fille sous la garde de sa petite amie, Alicia Owens. Mais pendant qu'il était dehors, Alicia a appelé le père et lui a dit qu'il y avait un problème avec sa fille. Bailey est immédiatement rentré chez lui à Newcastle, dans le Delaware, où il a trouvé Iris inconsciente et a contacté le 911. Après avoir contacté les services d'urgence, Bailey a également contacté la mère d'Iris, Emily, qui est arrivée chez lui à peu près en même temps que les premiers secours. Et à son arrivée, Emily a vu Alicia debout à l'arrière de l'ambulance, en train de pleurer. Bailey a alors expliqué à la mère qu'Iris avait vomi avant de soudainement perdre connaissance. Iris a été transportée d'urgence à l'UPMC, hôpital Jamieson à Newcastle pour y être soignée. Mais environ 1 heure plus tard, elle a dû être héliportée à l'hôpital pour enfants UPMC à Pittsburgh. Et malgré les efforts des médecins pour lui sauver la vie, Iris est décédée 4 jours plus tard, le 29 juin 2023 à cause d'une défaillance de ses organes. Lorsque Iris est arrivée à l'hôpital, les médecins urgentistes ont dit à la police qu'ils étaient convaincus que son état avait été causé par des maltraitances. Donc, Alicia et le père d'Iris ont tous les deux été interrogés. Lorsque la police a parlé avec Alicia, qui était celle qui se trouvait à la maison avec Iris à ce moment-là, elle a expliqué que la petite fille s'était cognée la tête après avoir eu des crampes et être tombée du lit. Au début, Alicia avait dit qu'Iris ne s'était pas cogné la tête, et Bailey avait transmis cette information à l'opérateur du 911, mais ensuite, on pouvait en fait entendre Alicia, pendant l'appel, intervenir, en disant que la petite fille s'était effectivement cogné la tête en tombant. Alicia a dit à la police pendant son interrogatoire qu'elle avait assis Iris sur le lit pour la nourrir, et qu'à ce moment-là, les bras et les jambes d'Iris avaient dès que soudainement commencé à se crisper. La petite fille est alors tombée du lit sur le côté et sa poitrine s'est affaissée. Alicia a dit qu'elle avait immédiatement commencé la réanimation et contacté Bailey, mais qu'elle n'avait pas appelé le 911. L'autre chose, c'est que le matelas dont Alicia disait qu'Iris était tombée ne faisait que 15 cm de haut et était posé sur un sol recouvert de moquettes. Alicia a également dit aux autorités
que ni elle ni son petit ami Bailey ne laissaient jamais Iris hors de leur vue. Ils étaient très attentifs à s'occuper d'elle. Elle a même affirmé qu'Iris n'avait aucune chance de toucher à quoi que ce soit, car les placards de la salle de bain étaient toujours fermés à clé. Les autorités lui ont également demandé de fournir son téléphone portable afin qu'elle puisse l'inspecter, ce qu'elle a fait. Et pendant l'interrogatoire de Bailey, il a dit aux autorités qu'il trouvait étrange que sa petite amie n'ait pas contacté les secours avant qu'il ne rentre à la maison. Il a également déclaré que dans les 24 heures précédant l'admission d'Iris à l'hôpital, elle avait vomi 2 ou 3 fois. Mais à part cela, elle était normale. Et même si l'histoire d'Alicia ne semblait pas très cohérente, la police avait également son téléphone en sa possession. Ce n'est qu'en janvier 2024 qu'une arrestation a été effectuée. À ce moment-là, Alicia a finalement été arrêtée et elle a été inculpée d'homicide criminel, d'agression aggravée sur un enfant de moins de 6 ans, de mise en danger du bien-être d'un enfant et d'agression aggravée sur un enfant de moins de 13 ans. Alicia est actuellement détenue sans possibilité de libération sous caution et risque potentiellement une peine de prison à vie. La famille d'Iris était ravie qu'Alicia ait enfin été arrêtée après des mois et des mois d'attente. Avant l'annonce de l'arrestation d'Alicia, la famille d'Iris avait installé des pancartes, des banderoles et des panneaux publicitaires dans tout le comté, essayant d'obtenir justice pour leur petite fille. Il avait donc été déterminé que la fillette était décédée d'un empoisonnement à l'acétone et la cause de sa mort était un homicide. Les médecins ont dit à la police qu'Iris avait un hématome sous-dural, des hémorragies rétiniennes bilatérales, de l'acétone dans le sang et que son corps était en défaillance d'organes, tout cela étant survenu à un moment donné pendant le week-end alors qu'elle était sous la garde de son père et d'Alicia. Le médecin a également dit à la police que tout adulte raisonnable aurait remarqué des changements cognitifs presque immédiats chez Iris. Et lorsque les autorités ont fouillé le téléphone d'Alicia, elles ont trouvé de nombreuses recherches Google qu'elle avait effectuées de février à juin. Ce qui signifie qu'elle avait également recherché ces termes avant qu'Iris ne rentre à la maison avec des perles d'eau, des piles et une vis dans sa couche. Ces recherches étaient en lien avec des produits chimiques toxiques pour un bébé. Alicia avait fait des recherches sur les enfants buvant de l'acétone ou du vernis à ongles. Elle avait recherché des produits de beauté toxiques, des perles d'eau près de chez moi, des produits toxiques pour les bébés et les enfants. Que se passe-t-il si un bébé avale une pile bouton, médicaments qui empoisonnent les enfants, médicaments à ne pas donner au bébé, et bien plus encore? Cette femme diabolique avait aussi recherché comment réussir un test au détecteur de mensonges. Ensuite, elle avait supprimé toutes les recherches de l'historique de son téléphone. Heureusement, les enquêteurs avaient pu les extraire. Le médecin légiste a également déclaré que le sang et l'urine d'Iris étaient acides. Le taux d'acétone retrouvé dans son sang était de 0,32%. Un taux mortel pour un adulte se situe seulement entre 0,04 et 0,05%. Donc, pour un enfant de 18 mois, c'est encore moins que ça. Elle avait une énorme quantité d'acétone dans son organisme. Le médecin légiste avait également déterminé que l'acétone avait été ingéré par voie orale. Et cela aurait presque immédiatement provoqué des vomissements, des nausées, des étourdissements et de la léthargie. Et si une quantité suffisante était administrée, cela plongerait un enfant directement dans le coma. Toutefois, la police n'a pas arrêté Bailey Jacoby en lien avec la mort de sa fille, car il n'y avait absolument aucune preuve le reliant à cela. Et il avait été interrogé plusieurs fois par les autorités, et chaque fois, il avait été très coopératif. Cependant, lorsque la police a parlé avec Bailey, elle a découvert un possible mobile pour le meurtre d'Iris. Apparemment, le jour où il avait laissé sa fille seule à la maison avec Alicia, il s'était disputé avec Alicia plus tôt. Et ensuite, Alicia lui avait dit qu'elle ne recevait pas assez d'attention de sa part. La grand-mère d'Iris pense aussi qu'Alicia était jalouse de la bonne relation de coparentalité qu'Emily et Bailey avaient, ce qui est vraiment mesquin. Tout ce que nous faisons, c'est avancer un pas après l'autre. C'est tout simplement horrible. C'est quelque chose qui ne devrait arriver à personne. Ce magnifique bébé. Candace et Frank Alfara retiennent leurs larmes en se rappelant le jour où leur fille Emily les a appelés pour leur dire que leur petite fille Iris, âgée de 18 mois, qui vivait avec eux, ne réagissait plus alors qu'elle était sous la garde de son père.
Elle a changé nos vies. Elle a fait de nous les 2 personnes les plus heureuses du monde. Je disais souvent à Émilie, « Oh, je croyais t'aimer. » Je lui disais, « Désolée, mais Iris compte plus pour moi. » Et ça la rendait furieuse. Pour moi, les services de protection de l'enfance ont totalement échoué. Maintenant qu'une arrestation a eu lieu, les Alfaras disent qu'ils vont laisser la justice faire son travail. Alors qu'ils se consacrent à perpétuer le souvenir de la petite Iris, tout en s'assurant que cela ne se reproduise jamais. Nous voulons changer la loi pour empêcher que cela ne se reproduise. Au moins la modifier pour imposer des visites surveillées s'il y a un problème. Émilie a promis, Émilie s'est donné pour objectif de vie de s'assurer que les lois soient changées et que la mémoire d'Iris perdure pour toujours. Après la mort d'Iris, sa grande-tante, Crystal Joseph, a déclaré publiquement « Il n'y a pas de justice. La seule justice possible dans ce monde, c'est de sauver un autre enfant, parce que nous n'avons pas pu sauver Iris. » Elle a également déclaré que l'annonce de l'arrestation d'Alicia Owen n'a apporté aucune consolation à la famille, car ils resteront à jamais paralysés par le chagrin. Elle a poursuivi en disant « Iris, notre précieuse, nous manque de tout notre être et de toute notre âme. » Le dimanche 2 juillet 2023, une veillée aux chandelles a été organisée pour Iris Alfara au parc Riverwalk à Newcastle. Lors de la veillée, sa mère Émilie a lu une déclaration qualifiant sa fille de magnifique bébé ange, ajoutant qu'elle n'aurait jamais imaginé dire adieu à la plus grande lumière de sa vie. Émilie a aussi déclaré « Tu es l'une des petites filles les plus intelligentes que j'ai rencontrées, avec une intelligence incomparable. Je prie simplement pour que tu veilles sur moi alors que je consacre ma vie à toi. Je t'aimerai pour toujours et à jamais. » Une cérémonie commémorative privée a également eu lieu pour elle à la maison funéraire Ed et Don de Carbo à Newcastle et immédiatement après, la petite Iris a été incinérée. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Iris aujourd'hui. C'est tout simplement fou qu'une femme adulte puisse être tellement jalouse d'un bébé qu'elle ressente le besoin de mettre fin à la vie de ce bébé. De toute évidence, elle manquait cruellement d'assurance dans sa relation avec Bailey, probablement parce qu'elle essayait de cacher la psychopathe qu'elle était vraiment. La petite Iris était très aimée par sa mère et de nombreuses autres personnes. Et c'est totalement injuste qu'elle ait dû perdre la vie de manière aussi horrible aux mains d'une personne aussi égoïste. Toute sa vie tournait autour de ses enfants. Je ne sais pas ce qui s'est brisé, je ne sais pas ce qui a changé. J'aimerais pouvoir dire qu'elle a rechuté, mais je n'en sais même rien. Elijah Vu est né le 20 août 2020 de sa mère, Katrina Bauer, et de son père, Jimmy Vu. Il avait aussi une sœur aînée, née en mai 2017, et elle était sur le spectre de l'autisme. Elijah adorait les camions, les dinosaures, et sa couleur préférée était le bleu. Il aimait aussi beaucoup aller à la plage. On disait que c'était un enfant très doux et affectueux. La mère d'Elijah, Katrina, avait des antécédents de maladie mentale, un casier judiciaire dans plusieurs États et un passé de comportement erratique. Elle avait également souffert d'un traumatisme crânien. Sa famille disait que son histoire changeait selon la personne à qui elle s'adressait. Les parents d'Elijah s'étaient séparés alors qu'il n'avait que 6 mois, en février 2021. Cela était arrivé après que son père, Jimmy, ait été arrêté pour une série d'accusations. Il avait ensuite été condamné pour ces accusations, qui comprenaient avoir blessé physiquement un enfant, possession d'une arme à feu par un repris de justice, coups et blessures, troubles à l'ordre public, possession de THC en vue de la revente et possession de méthamphétamine. Il purge une peine de prison à le centre correctionnel d'Oshkosh depuis le début de 2023. Tout au long de la relation des parents d'Elijah, Jimmy aurait été violent envers Katrina. Elle avait même pris en photo puis publié sur ses réseaux sociaux plusieurs bleus qu'elle avait reçus de sa part. Mais après leur séparation, Katrina n'avait plus d'endroit où vivre. Elle a donc fini par perdre la garde d'Elijah et de sa sœur en avril 2021. Elle a finalement récupéré cette garde exactement 1 an plus tard, en avril 2022. Et pendant cette période où ils avaient été retirés à leur mère, les 2 enfants avaient été placés en famille d'accueil.
Puis, en novembre 2022, Katrina a recommencé à fréquenter son ex-petite amie, qui s'appelait Jessie Wang. Jessie Wang avait un casier judiciaire qui remontait à son adolescence. Il a été condamné pour maltraitance d'enfants, violation de liberté sous caution, troubles à l'ordre public et trafic de drogue, ce qui l'a conduit à 3 ans de prison. Jessie avait écopé de sa condamnation pour maltraitance d'enfants en 2002, après avoir agressé un autre détenu mineur qui avait 5 ans de moins que lui. Jessie avait 17 ans à l'époque et l'autre détenu en avait 12. Katrina et Jessie avaient également un passé troublant ensemble. En 2015, la police était intervenue au motel Amerixine à Appleton, où Katrina s'était cachée dans une salle de bain, puis avait attiré l'attention du personnel qui avait appelé la police. Lorsque les autorités sont arrivées, la mère d'Elijah a déclaré qu'elle était agressée par 2 hommes asiatiques, dont l'un était Jessie. Elle a également signalé que les hommes lui avaient dit qu'elle leur appartenait et a expliqué en détail comment elle serait transportée dans une maison près de Minneapolis, où elle devrait se prostituer contre de la drogue et de l'argent. 2 mois après l'agression, Katrina a demandé à la police de ne pas enquêter, disant qu'elle était maintenant avec Jimmy Vu et que Jimmy s'en occuperait. Parce que, selon elle, Jimmy était un alpha et Jessie était sous ses ordres dans une sorte de hiérarchie. Cependant, les procureurs ont quand même fini par inculper Jessie dans l'incident du motel. Il a été accusé de complot en vue de commettre la traite des êtres humains et d'agression au 2e degré. Mais l'État finirait par abandonner les charges contre lui, parce qu'il avait en fait été inculpé devant un tribunal fédéral et détenu au Minnesota pour des accusations de complot en vue de distribuer de la méthamphétamine. Pourquoi Katrina a-t-elle recommencé à le voir? Je n'en ai aucune idée. Tu seras encore plus choqué et perplexe quand tu apprendras ce qu'elle lui a demandé ensuite, surtout avec leur passé. Récemment, Katrina avait eu du mal à gérer à la fois Elijah et sa sœur. Comme sa sœur était sur le spectre de l'autisme, elle avait souvent des accès de violence ainsi que des crises. Cela devenait épuisant aussi bien émotionnellement que physiquement pour Katrina, et elle-même l'admettait. C'en était arrivé au point où tout ce qu'elle faisait, c'était crier sur sa fille. Une voisine de Katrina confirmait aussi que c'était vrai. Elle ne faisait que crier. Cependant, c'était sur les 2 enfants qu'elle criait constamment. Cette voisine vivait en dessous de Katrina et de ses 2 enfants dans un appartement au Wisconsin, Dells, et elle a dit qu'elle avait dû appeler la police plusieurs fois à cause du volume auquel elle entendait Katrina crier sur ses enfants. Elle a aussi mentionné que d'autres locataires avaient appelé la police, parce qu'ils ne l'avaient pas seulement entendu crier sur les enfants, mais ils l'avaient aussi vu les tirer brusquement par les bras. Et chaque fois que les policiers se rendaient à la maison pour vérifier la situation, Elijah et sa sœur se faisaient crier dessus encore plus fort une fois qu'ils étaient en partie. Souvent, les voisins voyèrent les enfants dans leur chambre, frappant à la fenêtre, faisant signe de la main et voulant simplement dire bonjour parce qu'ils étaient tellement seuls et isolés. Donc, Katrina était clairement loin d'être une bonne mère, mais ensuite, en février 2024, elle a fait quelque chose de complètement stupide et absolument illogique. Katrina a appelé son petit ami Jessie et lui a demandé de prendre son fils Elijah pendant quelques jours pour lui apprendre à devenir un homme. Il a 3 ans, juste 3 ans. Mais selon Katrina, le petit garçon avait montré de mauvais comportements et elle espérait que Jessie pourrait l'aider à changer cela. Donc, le 12 février 2024, Katrina a laissé son fils Elijah chez Jessie Wang, un criminel condamné et trafiquant d'êtres humains connu. Jessie habitait dans un appartement situé au niveau du 3900 de Mishcot Road à Two Rivers. La mère a dit à Jessie qu'elle prévoyait de récupérer Elijah 11 jours plus tard, le 23 février, mais 3 jours avant cela, Elijah allait disparaître. Le matin du 20 février à 11h, Jessie a appelé le 911 et a déclaré que le tout petit avait disparu. La dernière fois qu'il avait vu Elijah, c'était vers 8h du matin, quand il avait dit au petit garçon de rester près du lit et de prier. Jessie s'était ensuite endormie et lorsqu'il s'est réveillé des heures plus tard, Elijah avait disparu. Une alerte enlèvement pour le garçon de 3 ans a été immédiatement lancée et les recherches pour retrouver Elijah ont commencé. Les détectives ont interrogé Jessie Wang ainsi que la mère d'Elijah, Katrina. Lorsque la police a parlé avec Jessie, qui était la dernière personne supposée avoir vu Elijah, il leur a dit que la nuit précédente,
il avait changé la couche d'Elijah vers 20 ou 21 heures, et ensuite, il avait mis le petit garçon en punition avant l'heure du coucher. Ensuite, pendant qu'Elijah restait debout à prendre sa punition, Jesse est allé dans l'autre pièce, a regardé un film, a bu 3 bières et a pris un relaxant musculaire pour l'aider à dormir. Le lendemain matin, Jesse s'était réveillé vers 7h30 et avait préparé son propre fils ayant des besoins particuliers pour l'école. Il l'avait ensuite accompagné à son arrêt de bus en quittant la maison. Elijah dormait sur le futon et lorsque Jesse est revenu à 8h du matin, lui et Elijah ont pris le petit déjeuner ensemble. Ensuite, le petit garçon avait reçu l'instruction de s'agenouiller au pied de son lit et de prier. Pendant que Jesse est allé dans l'autre pièce et s'est endormi, laissant Elijah complètement sans surveillance. Puis, lorsque Jesse s'est réveillé de sa sieste des heures plus tard, Elijah était introuvable et la couverture rouge et bleue du garçon avait également disparu. Lorsque les détectives ont demandé à Jesse quelle discipline Elijah avait reçue, il leur a répondu que cela consistait souvent à punir Elijah. Il devait rester debout au même endroit pendant 1 à 3 heures et soit prier, soit répéter sans cesse « Je suis désolé, maman ». De plus, la police allait découvrir que l'enfant de 3 ans n'était pas encore propre. Et tenez-vous bien, il était encore principalement nourri au biberon. Elijah n'avait pas non plus été autorisé à jouer avec le seul jouet que Jesse avait chez lui. Parce qu'il était constamment en punition, pendant ces 11 jours, il était censé rester là, c'est ridicule. Ensuite, quand les autorités ont interrogé la mère d'Ellie, Katrina, elles ont reçu des déclarations contradictoires. À la fois concernant l'endroit où elle se trouvait, ainsi que les événements ayant conduit à la disparition d'Ellie. Katrina a également tenté de justifier son choix d'envoyer Ellie chez Jesse au départ, en disant qu'elle avait discuté avec Jesse des limites à ne pas dépasser concernant la punition qu'elle ne voulait pas voir infligée à son fils. Mais en réalité, Katrina connaissait les méthodes disciplinaires que Jesse utilisait et elle avait envoyé son fils de 3 ans là-bas pour des raisons disciplinaires. Elle savait aussi que Ellie ne recevrait pas de soins appropriés chez Jesse. Dans le cadre de leur enquête, les détectives allaient également fouiller les téléphones portables de Jesse et de Katrina. C'est là qu'ils allaient découvrir que Katrina leur avait menti sur l'endroit où elle se trouvait. Parce qu'en réalité, elle était présente à Two Rivers. Certains jours où Ellie se trouvait aussi chez Jesse. Les relevés de téléphone portable ont également indiqué que Jesse avait informé Katrina d'un incident le 17 février, au cours duquel Ellie avait trop rempli sa couche. Cela a conduit Jesse à lui donner une douche froide comme punition. Apparemment, Katrina s'était en fait rendue chez Jesse peu de temps après cet incident, le 17 février, et elle a admis avoir vu son fils à ce moment-là. Elle s'était également rendue chez Jesse la veille, le 16 février. Un autre échange de messages a été retrouvé entre les deux, dans lequel Jesse dit à Katrina de lui faire confiance et ajoute « Je vais m'assurer qu'il me déteste ». Et là, elle répond « Je ne veux pas qu'il te déteste, juste qu'il te craigne ». Jesse lui a alors dit « Il me craignait, mais il ne me respectait pas. Maintenant, je lui fais me respecter ». Il y avait aussi une photographie qui avait été supprimée et qui a été récupérée sur le téléphone de Katrina. Elle était datée du 14 février. On y voyait Elijah les yeux bandés, allongé sur un lit, et il avait ce qui semblait être des ecchymoses sur la tête, le cou et le bras. Il y avait aussi une autre photo du lendemain, le 15 février, qui montre Elijah debout dans un coin, portant seulement une couche pleine, et il est en train de prier. Les autorités menaient une enquête intense pour tenter de localiser Elijah. Leur vaste recherche de la zone comprenait l'utilisation de chiens, le survol de la région par des drones et la fouille des rivières. La police de Two Rivers a juré qu'elle ne négligerait aucune piste. Ils finiraient également par effectuer des recherches dans les décharges voisines, ainsi qu'à la casse Avery, celle qui appartient à la famille de Stephen Avery. Des centaines de bénévoles se joindraient également aux efforts de recherche pour le petit Elijah. Les recherches pour retrouver le bambin finiraient par s'étendre au-delà du comté de Manitowoc et dans les comtés environnants. Outre les recherches, les habitants ont montré leur soutien en plaçant des rubans et lumières bleues et verts en ville. Le bleu était la couleur préférée d'Elijah et le vert est un symbole d'espoir pour le retour des enfants disparus. Quelques jours après la disparition d'Elijah, sa mère de 31 ans, Katrina, a été arrêtée pour négligence envers un enfant et détenue sous une caution de $15 000.
Jesse Wang, âgé de 39 ans, a bien sûr également été arrêté et accusé de négligence envers un enfant. Il a été détenu sous une caution de 20 000 $ en espèces. Quelques semaines plus tard, en mars, l'accusation de négligence envers un enfant portée contre Katrina a été requalifiée en négligence chronique. Après qu'il a été découvert que, le 16 février, Katrina avait laissé Elijah tout seul dans l'appartement de Jesse, pendant qu'elle et Jesse se rendaient à différents endroits dans la ville de Manitowoc, une accusation supplémentaire de négligence envers un enfant a également été ajoutée, cette fois concernant sa fille de 6 ans. La raison de cette accusation était que des preuves avaient montré que Katrina avait laissé sa fille de 6 ans seule dans une voiture pendant environ 1 heure le 14 février. Pendant ce temps, la voiture était éteinte par temps froid. Après tout, c'était février dans le Wisconsin et les températures ce jour-là n'étaient qu'entre 3 et 1 degré. Et la raison pour laquelle elle avait laissé sa fille dans la voiture était pour pouvoir entrer dans l'appartement de Jesse et avoir des relations sexuelles avec lui. Cela a été découvert après que la police ait trouvé un SMS dans lequel Katrina disait à Jesse qu'elle allait laisser la voiture éteinte, pour que les lumières ne soient pas allumées et que cela n'attire pas l'attention. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais elle l'a fait quand même. 2 autres chefs d'accusation d'entrave à la justice ont également été retenus contre Katrina. Et cela était basé sur le fait qu'elle avait initialement dit à Jesse de ne pas coopérer avec les autorités pour retrouver son fils. Si ça ce n'est pas un signe évident de culpabilité, je ne sais pas ce qu'il est. Lors de la même audience au tribunal où cette information a été révélée, l'avocat de Katrina a également déposé une requête pour que sa caution de 15 000 $ soit réduite à une simple promesse de comparaître. Il a affirmé qu'elle ne représentait pas un danger pour le public ni un risque de fuite. La mère de Katrina, Jody Bauer, cependant, n'était pas d'accord avec ce point de vue, et une déclaration qu'elle avait écrite a été lue à haute voix au tribunal. Jody a expliqué pourquoi elle jugeait justifier la caution de sa fille et qu'elle ne devait pas être réduite. Elle a affirmé que Katrina avait lutté contre l'anxiété et la dépression pendant des années et qu'elle était connue pour avoir un comportement erratique. Jody elle-même a déclaré qu'elle avait été victime des abus verbaux et psychologiques de sa fille pendant longtemps. Les mauvais traitements étaient si graves que Jody a demandé au tribunal d'émettre une ordonnance d'interdiction de contact si sa fille venait à être libérée sous caution. La mère de Katrina a également révélé au tribunal que sa fille avait coupé tous les liens avec la famille en octobre 2022 après des années de comportement instable. Dans une partie de la déclaration de la mère de Katrina, il est même dit qu'à ce moment-là, au lieu de s'unir et de localiser son fils, Katrina ressent le besoin de réaffirmer à quel point Jesse est un homme bien. En s'alliant avec lui, elle pourrait potentiellement avoir accès à sa famille élargie et la possibilité de fuir la région. D'après la déclaration de la mère de Katrina, ainsi que les actions de Katrina pendant la disparition de son fils, la demande de réduction de sa caution a été rejetée. Comme il se doit, à mon avis, elle aurait dû être détenue avec une caution plus élevée. La police continuait de fournir des mises à jour quotidiennes en ligne sur la recherche d'Elijah après une semaine sans succès pour le retrouver. Le FBI a commencé à offrir une récompense de 15 000 $ pour toute information menant à Elijah ou à l'arrestation et la condamnation de toute personne impliquée dans sa disparition. Le programme Manitowoc County Crime Stoppers offrait également une récompense de 10 000 $. Puis, le 4 mars, les autorités ont demandé au public de vérifier toutes les vidéos de surveillance qu'ils pourraient avoir, car ils recherchaient un véhicule recherché. Ils ont annoncé qu'il s'agissait d'une Nissan Altima beige à 4 portes de 1997 portant une plaque du Wisconsin, commençant par A et se terminant par 0. À ce moment-là, les autorités avaient déjà l'Altima en leur possession et elles ont confirmé qu'elle n'appartenait ni à Jesse ni à Katrina. Mais ils espéraient que le public avait des images enregistrées le 19 février à n'importe quel moment entre 14h et 21h. La veille de la disparition d'Elijah. Je n'ai trouvé aucune information supplémentaire sur ce véhicule recherché, mais je suppose. La police pensait que soit Jesse, soit Katrina, ou les deux, avaient utilisé ce véhicule pour se débarrasser du corps d'Elijah. À peu près à la même période, des photos ont été publiées montrant Elijah et Jesse sur une vidéo de surveillance, quelques jours seulement avant la disparition d'Elijah. Le propriétaire de Ross Auto Services a reconnu le nom de Jesse Wang lorsque la nouvelle de la disparition d'Elijah a été rendue publique. Alors il a vérifié ses dossiers et a découvert que Jesse avait en fait été un client récent. Il était venu pour faire installer un système d'anti-démarrage qui, si vous ne le savez pas,
est essentiellement un éthylotest pour voiture. Le propriétaire du garage se souvient que les deux sont venus et a dit qu'Elijah était resté silencieux et s'était assis à une table avec Jesse presque tout le temps. Il a aussi déclaré ne se souvenir de rien d'inhabituel chez eux. Le propriétaire a ensuite regardé les images de sa vidéosurveillance et a trouvé des séquences montrant Jesse et Elijah entrant dans son atelier le 16 février. Il y avait aussi des reçus qui montraient qu'Elijah et Jesse étaient allés dans un McDonald's, également à Two Rivers, ce jour-là. C'était le même jour que la police avait précédemment découvert que Katrina avait en fait été en ville. Pendant que la recherche d'Elijah se poursuivait. Les recherches restent en vaine, sa couverture bleue et rouge a été retrouvée sur Goodwin Road, à environ 6 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. C'était la couverture avec laquelle Jesse avait dit aux autorités qu'Elijah avait disparu. De plus, à ce moment-là, la récompense pour toute information menant à la découverte d'Elijah ou à l'arrestation de toute personne impliquée dans sa disparition avait augmenté, jusqu'à 40 000 $ grâce à plusieurs donateurs locaux. Le jour où une alerte enlèvement a été lancée reste gravé dans la mémoire de Jody, mais c'est surtout la réaction de sa fille qui l'a marqué. Elle était calme, vraiment calme. Je crois que les enquêteurs m'ont appelée cette nuit-là. Ils ont dit qu'elle était froide. Qu'elle soit détachée ou dans le déni, je ne sais pas. Selon les enquêteurs, Katrina a envoyé Elijah chez son petit ami, Jesse Vang, à Two Rivers pour apprendre à devenir un homme, a déclaré Vang à la police. À son réveil d'une sieste le 20 février, le petit garçon avait disparu. C'était l'instinct maternel, la colère, l'instinct, l'hystérie qui manquait. Ça m'a vraiment dérangée. Quand tu lui parlais, est-ce qu'elle demandait « Où est Elijah » Est-ce qu'elle voulait toujours savoir où il était? À ce moment, elle saignait encore. Il venait de sortir. C'est une théorie. La police de Two Rivers l'a écartée et ne pense pas que le petit garçon de 3 ans ait été enlevé. Je ne pense pas que Trina en sache plus. Parce que je pense qu'elle aurait craqué à ce stade. Jody pense que les réponses dépendent du fait que sa fille bénéficie de soins de santé mentale. Jusqu'à ce qu'on l'aide à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, nous ne saurons pas. Puis, en juillet 2024, Katrina a de nouveau demandé au tribunal de réduire sa caution de 15 000 à seulement 5 000 $, mais cela a encore été refusé par le juge. Katrina Bauer est apparue devant le tribunal du comté de Manitowoc via Zoom. Sa nouvelle avocate Amber Grotz a demandé de réduire la caution de 15 000 à 5 000 $. Katrina Bauer, mère d'Elijah Vu, 3 ans, disparue le 20 février, a été inculpée de négligence envers un enfant sans lien direct avec la disparition. Je pense que cela suffit pour garantir sa présence, surtout compte tenu de ses liens avec la communauté et l'État. L'État s'est opposé à la requête et le père d'Elijah, Jimmy Vu, s'est également adressé au tribunal. Je vais devoir vous demander de refuser la libération sous caution, étant donné que mon fils est toujours porté disparu. J'ai besoin de réponses immédiates et je pense que Katrina Bauer a une réponse. Le juge Robert DeWayne a refusé de réduire la caution, mais a modifié une condition. Bauer ne peut plus approcher d'enfants de moins de 18 ans, sauf contact supervisé avec ses propres enfants. Mais dans ce cas, le contact supervisé devrait être organisé, sinon il ne serait pas autorisé. Alors que les recherches se poursuivaient, le 4e anniversaire d'Elijah a été célébré lors d'un événement communautaire à Appleton le 25 août, puis, tout récemment, le 13 septembre 2024 à Two Rivers. La police a annoncé que des restes humains avaient été découverts par un chasseur sur une propriété privée quelques jours plus tôt, et il avait été confirmé qu'ils appartenaient à Elijah. La zone densément boisée où les restes ont été retrouvés se trouve à seulement environ 5 km de la maison de Jesse Vang. Merci à vous tous d'être ici. Samedi dernier, le shérif Hartwig m'a appelé immédiatement après avoir appris que ses adjoints intervenaient pour enquêter sur un signalement d'ossement découvert par quelqu'un dans la ville de Two Rivers. La nuit approchant, toute la zone a été bien sécurisée et diverses ressources ont été rassemblées pour mener l'enquête. Finalement, un anthropologue médico-légal des laboratoires de criminalistique de l'État du Wisconsin a pu confirmer qu'il s'agissait d'un crâne et d'ossements humains. Dimanche, mon équipe a assisté le bureau du shérif du comté de Manitowoc, le département de la justice, la division des enquêtes criminelles et le laboratoire de criminalistique du Wisconsin pour la récupération de ces restes et de toute preuve associée. L'intention de notre équipe était d'abord d'informer la famille de la découverte et ensuite d'en informer le public.
Cependant, avant cela, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, dont certaines étaient de fausses et la plupart n'avaient pas encore été confirmées. Bien que nous estimions qu'il soit important de partager des informations avec le public, notre première priorité est Elijah, l'intégrité de l'enquête, ainsi que la communication avec la famille. Voici les faits que je peux partager. Les restes ont été découverts sur une propriété privée par une personne qui préparait son terrain pour la saison de chasse. Ce terrain ne se trouvait pas sur la propriété du camp de guide Manitou, mais plutôt dans une zone boisée dense avec beaucoup de broussailles, juste au nord de Manitou. Cet endroit se trouve à un peu plus de 5 km au nord-ouest de l'endroit où il avait été initialement signalé disparu. Cette zone avait été fouillée à plusieurs reprises, comme cela avait été signalé par les forces de l'ordre, par des recherches privées, par le propriétaire du terrain, par voie aérienne et avec différentes équipes de recherche et de sauvetage. Malgré tous ces efforts précédents et à travers différentes conditions et saisons changeantes, nous avons continué à chercher et nous avions même prévu de nouvelles recherches dès la semaine prochaine. Les restes, découverts par le chasseur et récupérés par les forces de l'ordre, ont été envoyés au laboratoire de criminalistique du Wisconsin pour des tests ADN afin d'identifier la personne. C'est le cœur lourd que je vous annonce aujourd'hui que ces restes ont été identifiés comme étant ceux d'Elijah Vu. En fait, la zone où le corps d'Elijah a été retrouvé avait déjà été fouillée à plusieurs reprises. Donc, soit il a été manqué à plusieurs reprises, soit il a été placé là après que la zone ait déjà été fouillée. La femme qui garde maintenant son cheval sur cette propriété nous raconte. Katrina Bauer, la mère d'Elijah, a autrefois vécu sur cette propriété, juste en face de l'endroit où les forces de l'ordre disent qu'un chasseur a découvert ces restes humains. Samedi 12. La rédaction a obtenu une photo montrant Bauer tenant le petit Elijah et la main d'une fillette que nous ne nommons pas. La grand-mère d'Elijah a confirmé que sa fille avait bien vécu là un certain temps. La rambarde bleue et les marches en ciment à l'avant sur la photo appartiennent à la propriété en face de la zone boisée où un chasseur de cerfs a trouvé des ossements. Regardez, l'hélicoptère de News 12 offre une vue exclusive des enquêteurs fouillant la zone boisée de l'autre côté de la rue. Dimanche soir, dans la région rurale du comté de Manitowoc, une unité de commandement mobile a déployé plusieurs véhicules des forces de l'ordre près du camp Manitou. La mère d'Elijah, Katrina, a également publié une déclaration après la découverte du corps de son fils. Elle a déclaré qu'elle était tout simplement dévastée par les récentes nouvelles et qu'elle avait continué à espérer qu'il serait retrouvé vivant. Depuis la découverte du corps du petit Eli, un mémorial devant son ancienne maison ne cesse de grandir alors que la communauté pleure sa perte. La police n'a pas encore donné de calendrier concernant le moment où elle pourrait déterminer ou révéler la cause de son décès. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Eli aujourd'hui. Je pense vraiment que sa mère, Katrina, en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Je crois qu'elle était présente lors du décès d'Eli ou arrivait peu après pour aider à faire disparaître son corps. Cette soi-disant mère a pratiquement invité Jessie à faire du mal à son enfant. Elle savait exactement de quoi il était capable, mais elle lui a quand même demandé de discipliner son fils Eli. Pourquoi elle était encore avec lui après ce qu'il lui avait fait, je ne comprends toujours pas. Laisser son fils rester avec Jesse n'était pas seulement extrêmement irresponsable, mais honnêtement insensé. Qu'en pensez-vous? Katrina était-elle impliquée dans la mort de son fils ou dans la dissimulation de sa mort? Ou savait-elle simplement ce qui s'était passé et l'a-t-elle gardé secret pour Jesse? Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Il y a maintenant encore plus de contenu de A Wicked World sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.